Philippe avait du mal à gravir la montagne. Il avait pour mission d'installer un dispositif satellite au sommet, mais il allait découvrir bien plus que prévu. En arrivant en haut, il resta figé devant un avion abandonné. Il comprit qu'il devait être là depuis des décennies. Comment quelque chose d'aussi grand avait-il pu passer inaperçu si longtemps? Il devait savoir ce que cet avion cachait à l'intérieur. Mais il aurait dû le laisser tranquille. Avant de commencer, cliquez sur le bouton j'aime, assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Philippe hésitait à entrer seul ou non. Il ne voyait aucun moyen sûr d'accéder à l'intérieur de l'avion. S'il se blessait, personne ne remarquerait son absence. Les températures chutaient rapidement et il ne sentait plus ses mains à cause du froid. Il devait demander de l'aide. C'était trop important pour qu'il fasse des recherches seul. Il signala donc 2 de ses collègues avec un pistolet de détresse, et ils arrivèrent immédiatement en hélicoptère. Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ensemble, ils décidèrent d'essayer d'entrer dans l'avion. Mais personne n'était prêt pour ce qu'ils allaient découvrir. Philippe fut le premier à pénétrer à l'intérieur. Sa bouche s'ouvrit de stupeur. Comment était-il possible que personne ne soit au courant de cela? Que avait-il trouvé à l'intérieur de si important? La réponse serait bientôt révélée, mais cela rappela à Philippe la lettre anonyme et cryptique qu'il avait reçue chez lui quelques jours plus tôt. Sans préavis, il avait été convoqué à la station de recherche avant même de découvrir l'avion. Y avait-il un lien? Il avait laissé derrière lui ses amis et sa famille pour ce projet mystérieux et s'était rendu dans un pays inconnu. Quelqu'un de la ville lui avait envoyé cette lettre pour une raison précise. Il se considérait comme l'élu et était déterminé à ne rien laisser au hasard. Il arriva dans la ville quelques jours après avoir reçu la lettre. Elle était très ancienne et presque vide. Il n'y avait qu'un seul supermarché et les rues semblaient désertes. Philippe commença ses recherches en frappant aux portes et en interrogeant les habitants sur la légende, mais ils ne l'accueillirent pas chaleureusement. Après avoir frappé à presque toutes les portes, il aperçut un vieil homme marchant dans la rue. Philippe courut vers lui et lui demanda s'il pouvait lui parler de la légende urbaine. L'homme hésita, puis répondit « Venez au Vieux Cheval dans 1 heure ». Philippe accepta sans savoir ce qu'était le Vieux Cheval. Il s'agissait en réalité d'un petit café au centre de la ville. Lorsque Philippe entra dans le café, l'homme était déjà arrivé. Il s'assit en face de lui et posa son carnet sur la table. L'homme resta silencieux un moment, puis commença à parler. La légende racontait qu'un avion portant le numéro 66 devait voler vers le Japon. Personne ne savait qui était à bord ni ce qu'il transportait. Dès son décollage, il disparut des radars. Certains disaient qu'une terrible tempête était en cause, mais les scientifiques avaient réfuté cette théorie. À ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé à cet avion. Philippe regarda l'homme avec incrédulité. Celui-ci le fixa d'un air impassible. Philippe voulait poser d'autres questions, mais l'homme se leva et quitta le café. Il ne restait qu'une chose à faire, même si cela ne lui plaisait pas vraiment, commencer ses propres recherches. Il devait d'abord déterminer quelle route l'avion aurait pu emprunter et suivre cette trajectoire. Mais comment le découvrir? Soudain, une idée lui vint. Les employés de l'aéroport local devaient savoir quelque chose sur la disparition de l'avion. Il commença donc par l'aéroport d'Alaska. Mais il réalisa vite qu'il devait s'agir d'un autre aéroport, car personne n'avait entendu parler du vol 66. Il devait penser autrement. En rentrant chez lui, il remarqua un petit mot accroché à sa porte. Il n'y avait ni nom ni timbre, il avait donc été remis en main propre. Il le décrocha et s'assit à la table de la cuisine. Dès qu'il l'ouvrit, il reconnut l'écriture. C'était la même personne que celle de la lettre anonyme précédente. Cette fois, il n'y avait qu'une seule phrase. Va du côté droit de la ville et marche le long du sentier de montagne. Trouve Théo. Philippe se demanda qui lui envoyait ces messages et qui était Théo. Mais il savait ce qu'il devait faire. Il prépara son sac à dos et traversa la ville déserte. Elle ressemblait à une ville fantôme. Aucune lumière n'éclairait les maisons et personne ne se trouvait dans les rues. Arrivé au sentier de montagne, il remarqua un panneau indiquant « Zone réglementée, défense d'entrée ». Mais cela ne l'effraya pas, et il continua d'avancer. Le chemin était difficile, parsemé de pierres instables et de flaques gelées, mais il parvint à atteindre sa première destination. Au loin, il aperçut un petit chalet. « Ce doit être Théo »,
pensa-t-il en accélérant le pas. Une tempête approchait, et il devait arriver à temps. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Le vent se leva. Il devait trouver un moyen d'entrer, sinon il ne pourrait pas poursuivre ses recherches le lendemain. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Philippe se retrouva face à la silhouette d'un petit homme. « Théo » demanda-t-il. L'homme s'écarta sans dire un mot. Il semblait l'attendre. Qui était-il? À l'intérieur, l'homme désigna un lit. Sur celui-ci se trouvait un autre mot. À ce stade, Philippe avait l'impression de participer à une chasse au trésor. Si cette personne savait où se trouvait l'avion, pourquoi n'y allait-elle pas elle-même? Le mot contenait des coordonnées. Heureusement, Philippe savait les lire. Il avait donc une idée de la direction à prendre. L'avion devait se trouver à l'endroit indiqué. Le lendemain, il poursuivit ses recherches avec optimisme. Mais il n'aurait jamais pu imaginer ce qui l'attendait. Philippe marcha encore et encore, jusqu'à ce que ces gens commencent à lui faire mal. Il était presque au sommet de la montagne et il n'y avait toujours aucun signe de l'avion. Cette personne était-elle en train de se jouer de lui? Mais soudain, il aperçoit quelque chose d'inexplicable. Philippe regarde à sa gauche et voit quelque chose qui dépasse d'une autre montagne. Cela ne ressemble pas à un élément naturel. Il plisse les yeux et reconnaît soudain une aile. Ça doit être l'avion, pense Philippe. Mais l'avion se trouve à au moins une journée de marche de l'endroit où il se tient. Et il y a autre chose. Aucun chemin ne mène vers l'appareil. Philippe doit quitter la route pour l'atteindre, et une épaisse couche de neige recouvre le sol. Il ne voit pas ce qui se cache sous la neige, alors il doit avancer avec prudence. Il traîne les pieds sur le sol pour sentir les rochers et se fraye un chemin jusqu'à l'avion. Quand Philippe atteint enfin l'appareil, il n'en croit pas ses yeux. Il est presque entièrement enseveli sous la neige, à l'exception de l'aile qu'il avait aperçue. C'était bien trop important pour qu'il puisse s'en occuper seul. Il note l'emplacement exact de l'avion et retourne à la cabane de Théo. Là-bas, il appellera du renfort. Philippe appelle deux de ses meilleurs amis, également chercheurs, Lincoln et Greg. Ils n'avaient aucune idée que Philippe se trouvait en Alaska, mais ils ne doutent pas de lui lorsqu'il leur demande de venir. Ils savent qu'il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire pour qu'ils fassent le voyage, mais ils ne s'attendaient pas à cela. Lincoln et Greg arrivent quelques jours plus tard et installent leur matériel dans la cabane de Théo, l'endroit le plus proche du site du crash disposant d'internet et d'électricité. Philippe les conduit jusqu'à l'avion. Ils sont stupéfaits de le voir profondément enfoui sous la neige. Pendant plusieurs jours, ils le dégagent. Miraculeusement, la majeure partie de l'appareil est intacte. Seule une aile et la queue sont arrachées, mais aucun trou visible n'apparaît sur le fuselage. Lorsque Philippe tente de regarder par les hublots, il remarque qu'ils ont été recouverts de rubans noirs depuis l'intérieur. Cela semble délibéré, comme si quelqu'un avait voulu dissimuler ce qui se trouvait à l'intérieur. Lincoln suggère de percer l'une des portes pour y entrer, mais l'attention de Philippe se porte sur quelque chose qui dépasse de la queue, un petit appareil orange. C'est la boîte noire. Philippe la rapporte à la cabane et l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, il manque quelque chose d'essentiel. L'emplacement de la carte mémoire est vide. La preuve la plus importante expliquant le crash a été retirée. Cette découverte ne fait qu'épaissir le mystère. Il se souvient soudain des lettres anonymes qui l'ont conduit jusque là. Et si l'expéditeur avait pris la carte mémoire? Et s'il avait besoin de lui pour ouvrir l'avion dans un but caché? Cette pensée l'inquiète, mais il la met de côté. Lorsque Lincoln et Greg lui demandent comment il a su pour l'avion et pourquoi les autorités n'ont pas été prévenues, Philippe révèle enfin l'existence des lettres. Au lieu d'être enthousiaste, ses amis deviennent nerveux. La situation semble dangereuse et ils hésitent à continuer. Philippe les encourage, minimisant leurs craintes et leur rappelant l'opportunité que cela représente. À contre-cœur, ils acceptent. Le lendemain, ils reprennent le perçage. Il faut des heures pour élargir l'ouverture suffisamment pour entrer. Finalement, Philippe grimpe à l'intérieur et arrache le ruban des fenêtres les plus proches. La lumière du soleil inonde la cabine, révélant des rangées de caisses empilées dans tout l'appareil. Puis quelque chose attire son regard dans un coin, un objet qui reflète la lumière. Il le ramasse. C'est une balle aplatie. Lincoln et Greg entrent derrière lui, stupéfaits par la scène. Ensemble, ils avancent vers le cockpit, se préparant à ce qu'ils pourraient découvrir.
Mais lorsqu'ils ouvrent la porte, ils ne trouvent rien. Aucun corps, aucune trace des pilotes. Le cockpit est complètement vide. Pendant que Philippe examine les commandes, Greg retourne à la cabine chercher un pied de biche. Il commence à forcer les caisses. Lorsque la première s'ouvre, il se fige et appelle Philippe. À l'intérieur se trouvent des lingots d'or. Il commence à décharger les caisses, incrédule, jusqu'à ce qu'il réalise que Lincoln a disparu. Quelques instants plus tard, le bruit d'un hélicoptère résonne au-dessus d'eux. Lincoln revient en courant, avertissant que la police approche. Les sirènes et les motoneiges se rapprochent de minute en minute. En quelques instants, les agents encerclent le site du crash. Philippe, Lincoln et Greg sortent de l'avion les mains en l'air. Philippe tient les lettres anonymes, essayant de les montrer aux autorités, mais ils sont immédiatement arrêtés et emmenés pour interrogatoire. Au poste, ils sont interrogés séparément. Philippe est entendu en dernier. Il présente les lettres et explique comment elles l'ont guidé jusqu'à l'avion. Les policiers sont perplexes quant à la raison pour laquelle il ne les a pas contactés plus tôt. Philippe admet qu'il voulait enquêter lui-même sur le mystère. À mesure que la vérité éclate, il devient clair que les caisses d'or et la carte mémoire manquante de la boîte noire font partie d'une opération bien plus vaste. Philippe et ses amis coopèrent pleinement, aidant les autorités à reconstituer les faits. Philippe, Lincoln et Greg aident la police dans l'enquête et reçoivent une médaille honorifique pour avoir retrouvé l'avion. Mais l'histoire n'est pas terminée. Il reste une personne à retrouver, l'informateur anonyme. La police promet à Philippe de retrouver cette personne, mais cela s'avère plus difficile que prévu. Philippe et ses amis rentrent chez eux et écrivent un livre sur leur aventure. Le livre devient un best-seller et tout le monde s'interroge sur cet informateur anonyme. Mais il s'avère que cette personne n'a jamais été retrouvée, et personne ne saura jamais pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait.